Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum, khouti, marhaba al-jami' al-muslimin. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en français. On va parler de monde musulman, de Maghreb au 21e siècle. On va revenir un peu sur l'actualité d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. On se retrouve, voilà, je vous ai écrit cette vidéo, j'ai pris du temps, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dernièrement. On revient un peu sur l'actualité géopolitique, voilà, ça m'interroge, l'actualité dans le monde m'interroge. J'essaye de comprendre le monde musulman, où est-ce qu'il se situe. Les rapports de force, voilà, entre les superpuissances est en train de changer. On le voit aujourd'hui avec la Russie, avec la Chine. Le monde musulman, lui, reste silencieux, malgré des exceptions, on va en parler. L'Arabie Saoudite, par exemple, de par leur richesse pétrolière, essaye de jouer sur ça pour essayer de mettre la pression sur les autres pays. Car, par exemple, ils ne souhaitent pas augmenter le baril de pétrole et donc ils suivent il faut un peu les intérêts des Russes qui, eux, vivent de la rente pétrolière à l'instar des Américains. La Turquie, qui, de par sa position géographique stratégique et sa proximité un peu avec l'Asie, donc jouit d'une certaine position majeure et un peu une certaine position de médiateur aussi, car on connaît la proximité de la Turquie avec les États-Unis. Prenons exemple de ces deux pays, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Les Saoudiens coopèrent aujourd'hui avec les Turcs comme ils le font avec les autres pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation privilégiée entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Malgré que la Turquie soit je n'allais pas dire une superpuissance, mais soit une puissance régionale et que l'Arabie Saoudite soit une puissance régionale, le fait que ce soit deux pays musulmans ou de culture musulmane ou de passé musulman, parce que je ne pense pas que il y ait quelconque islamité dans ces pays, dans le sens où l'islam n'est pas ce qui fait avancer ces pays. Voilà. Malgré le fait qu'ils soient des pays de culture musulmane, la relation entre l'Arabie Saoudite et la Turquie n'est pas privilégiée. Donc, la première conclusion de cette introduction est que le monde musulman n'existe plus en tant que bloc homogène, pardon, ou social. Donc, on va revenir un peu sur les raisons de cette division du monde musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, je ne suis pas historien, moi voilà, je suis un franco-marocain à ma moindre échelle avec ma petite chaîne YouTube. Je suis voilà, assez attiré par toutes ces questions, etc. Toutes ces questions existentielles. Sommes-nous musulmans ou sommes-nous français ou sommes-nous marocains? Pour moi, c'est des questions qui sont importantes. Alors, depuis quand est-ce que le monde musulman est divisé? Depuis quand est-ce que, par exemple, en reprenant l'exemple de tout à l'heure, depuis quand la Turquie et l'Arabie Saoudite n'ont plus ce lien privilégié? Moi, je vais vous donner deux faits majeurs qui sont plus ou moins contemporains. Alors déjà, la chute du dernier califat, le califat ottoman. Donc voilà, depuis le début du 20e, fin du 19e, hein, le monde musulman a connu le démantèlement euh, du califat ottoman. Les révoltes arabes, donc voilà, on se souvient. On n'a pas vécu ça, mais les révoltes arabes, les révoltes bédouines durant la Première Guerre mondiale, où les Anglais ont soutenu ces révoltes. Voilà, donc c'est un fait, hein, les Anglais, les Occidentaux ont soutenu ces révoltes contre le califat ottoman. D'ailleurs, il y a eu plusieurs escarmouches, notamment en Égypte, entre le califat ottoman et l'Angleterre. Donc, avant de parler de chute du califat ottoman, le califat ottoman a été amoindri avant la chute. Il a été démantelé, il a été attaqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Et toutes ces attaques ont fini par payer, malheureusement ou fort heureusement, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Et ce qui devait arriver arriva, chute du califat ottoman en 1924, je crois. Ça a été l'image qu'on voit, c'est la décision de l'Assemblée turque. Alors, Mustafa Atatürk, on ne sait pas si c'était, je ne sais pas s'il y avait voilà, il y avait une influence américaine. Les Américains étaient déjà super puissants à cette époque-là. Voilà, donc je ne sais pas, après on ne peut pas refaire l'histoire, hein, ce qui a été fait, voilà. Mais c'est l'Assemblée turque qui a démis Abdülmecid le dernier, donc c'était le dernier calife, pardon. Donc il a été démis en 1924 par l'Assemblée turque. Donc aussi, pour parler de cette division, il faut parler de colonialisme pour moi. Donc là, on va parler de la conférence de Berlin de 1884, où les frontières ont été tracées, notamment celle de l'Afrique.
On avait à cette époque-là, et depuis toute l'histoire, un monde tribal. L'Afrique n'a jamais été un État de nation. Il n'y a jamais eu d'État-nation en Afrique. C'était des tribus, c'était un monde nomade. D'ailleurs, bon, on va parler de ça, je peux parler de ça et je vais rater le fil de la vidéo. Mais si je devais voilà, vous donner une raison de l'instabilité politique que connaît par exemple tout le monde musulman, je dirais que les États-nations qui sont présents actuellement ne respectent pas cette tradition tribale. Je crois qu'on va en revenir plus tard dans la vidéo. Mais voilà, en revenant à la conférence de Berlin de 1884, cette période voilà, qui a été sombre pour le monde musulman, car le monde musulman était faible, voilà, était faible, donc voilà, l'Occident était fort, l'Occident l'Occident comme d'autres dans l'histoire, s'est servi de cette puissance par rapport à la révolution industrielle, etc. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein, les Occidentaux ont fait des avancées extraordinaires et ils se sont permis, grâce à ces avancées, les Occidentaux ont pu mettre à genoux d'autres régions du monde. Voilà, donc cette période a été sombre pour le monde musulman, mais pas pour les Occidentaux. Mais on ne va pas non plus rejeter la faute que sur la colonisation. On peut aussi parler de cette faiblesse, de cette décadence qui existait dans le monde musulman bien avant la colonisation. La colonisation n'est venue que valider cette faiblesse. Elle s'est servie d'ailleurs de cette faiblesse. Les Occidentaux se sont servis de leur avancée technologique et de la faiblesse du monde musulman pour coloniser et voilà, et pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc voilà, j'ai écrit l'idée n'est pas d'être revanchard, mais il faut que le monde musulman ne reproduise pas le même schéma que par le passé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est que le monde musulman est faible encore. Ça fait 100 ans, 150 ans, 200 ans que c'est comme ça. Il n'y a pas d'avancée. Malgré le pétrole, malgré le gaz, malgré les richesses, malgré les minerais, il y a cette instabilité politique, il y a cette instabilité financière, il y a en Arabie Saoudite où il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a énormément de pauvreté. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable pour le peuple. C'est déplorable pour le peuple. L'Europe, quant à elle, l'Occident n'est plus ce qu'il était. Donc, on ne peut plus avoir le colonialisme occidental n'existe plus. À la place, nous avons la Chine et la Russie qui, eux, n'ont aucune limite et c'est clairement une menace. Donc, les menaces en 2022 aujourd'hui, ce ne sont plus les Occidentaux. Les Occidentaux n'ont plus les moyens d'être une menace. Les menaces, ce sont la Russie et la Chine. Et j'aimerais donner un message à mes amis africains, notamment qui sont beaucoup pro-russes, en politique et en économie. Il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Ça, à mon avis, ils le savent déjà, mais j'allais dire leur haine, mais c'est pas ça, mais un peu voilà, leur dégoût, etc., des Occidents par rapport au passé, par rapport au colonialisme, leur fait fermer les yeux par rapport à ça. Et à mon avis, c'est une erreur. Donc, pour rebondir sur l'actualité aujourd'hui, j'ai choisi encore 3 dirigeants qui sont, à mes yeux, peut-être les 3 dirigeants les plus puissants du monde musulman. Je dis le monde musulman, mais le monde musulman n'existe pas. J'utilise juste le terme pour qu'on puisse comprendre de quoi je parle. Ces dirigeants-là sont exactement à l'image de leur pays. Ils sont à la fois puissants, mais isolés, influencés et faibles à l'échelle internationale. En prenant encore l'exemple de la Turquie, de notre cher ami Erdogan, la Turquie a une histoire, a une culture forte. Malgré cela, la Turquie reste isolée. La Turquie est seule. La Turquie a une relation compliquée avec les États-Unis, avec l'Europe, avec les pays arabes du Golfe, avec l'Asie. Donc la Turquie est seule. Il n'y a pas de bloc derrière la Turquie, comme c'était le cas pendant le califat ottoman. Un califat ottoman avec une superficie de millions de kilomètres carrés et une population énorme avec une organisation, etc., c'est une influence, c'est un poids diplomatique énorme. Là, la Turquie, malgré l'envie, malgré le travail, malgré la position, malgré tout ce qu'on veut, la Turquie demeure isolée, malheureusement. L'Arabie Saoudite, c'est pareil. L'Arabie Saoudite, première réserve de pétrole au monde, premier exportateur sûrement, manne pétrolière énorme. Ils auraient pu être les rois du monde. Mais, comme dirait un dicton marocain, c'est-à-dire que quand on est plusieurs, on peut gagner, on peut tuer le lion. C'est-à-dire qu'à plusieurs, on peut faire des miracles. Mais seul, malgré le pétrole, malgré le gaz, malgré l'or, seul, on n'arrive à rien. Ça, c'est un fait. D'où l'Union européenne.
D'où la Chine. Les Chinois l'ont compris durant l'Antiquité. Ils se sont mis ensemble, ils se sont mis contre leur ennemi, donc ils se sont regroupés, ils ont fait la Chine. Alors la Chine, entre l'Est et l'Ouest, on a des milliers de kilomètres. Et pourtant, durant l'Antiquité, ils se sont regroupés entre eux car ils ont dit, les Chinois se sont dit, on a beaucoup en commun. Donc les Chinois avaient une peur et avaient un ressenti énorme par rapport aux gens de l'Ouest. Donc c'était un peu les étrangers pour eux, donc l'Ouest, le monde de l'Ouest, tout ce qui est les Turcs, etc., les Européens, pour eux, c'était des extraterrestres. Donc ils se sont, l'Empire du Milieu, ils se sont regroupés entre eux, ils ont formé la Chine. Les États-Unis, énorme, un pays gigantesque avec des États, malgré des guerres, la guerre de sécession, ils se sont regroupés entre eux, se sont unis, ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. L'Union européenne, même s'il y a des difficultés, l'idée était bonne, c'est-à-dire s'unir pour la paix, s'unir pour prospérer. Après, il y a des difficultés, c'est normal, mais à la base, c'était une bonne idée. Mohammed Ben Ziyad, les Émirats Arabes Unis, la même chose, des très bonnes idées au niveau du tourisme, des très bonnes politiques, etc., des bons investissements, une bonne image du pays, mais les Émirats Arabes Unis ne seront jamais une puissance mondiale, car les Émirats Arabes Unis sont seuls. Il n'y a personne, voilà, pas d'alliés, une relation compliquée avec l'Arabie Saoudite avec beaucoup de concurrence, même si c'est des pays, pas dire amis, mais des pays proches. Voilà, donc en conclusion de cette partie-là de la vidéo, je dirais que le monde musulman doit sa faiblesse car le monde musulman est divisé. C'est tout simplement ça. Alors aujourd'hui, si on fait un constat à la date d'aujourd'hui, au niveau géopolitique plus général, en parlant au-delà des superpuissances régionales, certains pays connaissent la guerre civile, des révolutions chaque année, la Tunisie, le Yémen, des invasions de pays occidentaux, donc il y a des pays qui se font envahir, l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen. Le monde musulman, il reste silencieux car le monde musulman est faible. Le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, même si n'ont pas de puissance, n'ont pas d'arguments face aux autres puissances. Donc malheureusement, malgré toutes ces injustices, malgré toutes ces invasions, les pays musulmans restent silencieux. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'ils sont faibles et parce que sûrement il n'y a pas de cette unité, il n'y a pas de cette solidarité. C'est-à-dire que sûrement cet Erdogan qui s'offusque par rapport à la Palestine, c'est que de l'apparence, c'est que médiatique. Au fond, il n'y a pas de solidarité car la Turquie n'a pas les moyens, l'Égypte n'a pas les moyens d'être solidaire, n'a pas les moyens financiers, géopolitiques, diplomatiques. Les pays musulmans n'ont même pas l'envie, je pense. Aujourd'hui, en 2022, on le voit d'ailleurs avec la reconnaissance d'Israël par rapport aux accords d'Abraham, mais aujourd'hui, certains pays musulmans n'ont même pas envie d'être solidaires. C'est-à-dire que c'est bon, on a cette réalité, on l'a acceptée, on a accepté que le monde musulman était divisé, c'est ancré dans les têtes. Maintenant, c'est bon. Donc, le Maroc a son histoire, a son récit national. L'Algérie a son histoire, a son récit national. L'Égypte a son histoire. L'Irak est dans les cendres. Voilà. Donc, tous les pays ont leur histoire, tous les pays ont leur nation. Il n'y a plus cette solidarité. Il y a la solidarité nationale dans les pays, c'est-à-dire à l'intérieur des pays, mais il n'y a pas cette solidarité entre les autres pays musulmans. Donc voilà, donc les pays d'Afrique, même l'Égypte, etc., d'Afrique du Nord, pardon, sont en retard au niveau du développement humain. Donc ça, je parle de l'actualité aujourd'hui, l'état des pays musulmans aujourd'hui. Donc retard au niveau du développement humain, au niveau économique, pas de leadership musulman sur un secteur donné. Voilà, à part avoir du pétrole sous nos pieds. Donc là, je parle par rapport à l'Algérie, par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport au Qatar, à part avoir du gaz, à part être né au-dessus d'une terre où il y a du gaz, où il y a du pétrole. C'est-à-dire que avant même l'existence de l'espèce humaine, il y avait du gaz et du pétrole. Donc c'est pas, il n'y a aucune, il y a aucune notion de génie, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de création d'usine, il n'y a pas de, voilà. Donc toujours pas de leadership musulman sur un secteur donné, beaucoup d'inégalités, d'instabilité. On va revenir un peu sur ces points. Voilà, donc en réalité, le monde musulman en général n'avance pas, il recule. Si on regarde les chiffres, je vous invite à les regarder, le monde musulman n'avance pas, il recule. C'est-à-dire que pendant que des pays s'enrichissent, les pays musulmans, notamment au niveau des indices du développement humain, au niveau social, au niveau des inégalités, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, je pense que les pays musulmans reculent car
leur habitat, le nombre d'habitants augmente et les services, eux, ne s'améliorent pas. Donc, je pense que les pays musulmans reculent et ça, c'est clairement une catastrophe parce qu'on va droit dans le mur. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Là, on voit que la France, les pays européens tremblent parce que crise énergétique, la guerre aux portes de l'Europe et nous, le monde musulman, comme si on était en pleine phase de déni. On est en pleine phase de déni, c'est-à-dire que le danger est là et on est totalement dans le déni. Tous les pays sont un peu comme si de rien n'était, alors que on est au bord du gouffre. Et les Européens et les autres pays, on pense à leurs intérêts. C'est-à-dire que les Européens et les autres pays vont nous pousser dans le gouffre, hein. Ils ne vont pas sauter dans le gouffre à notre place. Si, pour nous, si ça les empêche, eux, de sauter dans le gouffre, ils vont nous pousser dans le gouffre. Et ça, je pense, j'ai peur que mes frères musulmans un peu partout dans le monde ne comprennent pas cette notion et ils sont dans le déni total. Ils pensent qu'ils sont intouchables et que ça va arriver aux autres et pas eux. Quand je parlais avec un Égyptien, c'est la même chose. Non, l'Égypte, nous, il va rien. Quand je parle avec un Marocain, c'est la même chose. Nous, le Maroc, alors le Maroc, jamais, mais jamais le Maroc ne sera touché par une crise. L'Algérien, c'est la même chose. L'Algérie, nous, on est là, on est futur Californie. L'Arabie Saoudite, c'est encore pire. Totale phase de déni jusqu'à ce que l'impact soit là, jusqu'à ce qu'on rentre dans le mur et là, ça sera trop tard. On comprend donc à partir de toutes ces problématiques, on comprend ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc la faiblesse économique de ces pays, pour revenir un peu sur tous les points que j'ai apportés, donc la faiblesse de ces pays, elle vient donc de cet isolement. La faiblesse vient de cet isolement qui est peut-être le seul point commun qu'on a aujourd'hui, c'est l'isolement, c'est qu'on est isolé. Donc concrètement, le fait d'être isolé, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça apporte de négatif? Ben, de devoir, par exemple, régulièrement négocier, renégocier des accords commerciaux. Ces accords commerciaux ne peuvent pas nous profiter, car en étant isolé, on n'a pas assez de marge de manœuvre. Donc moi, les gens qui sont un peu dans le commerce, etc., comprendront un peu cette notion-là, parce que même si ce n'est pas la même échelle, un pays et un commerçant, mais ça revient à la même. Lorsque vous êtes un énorme commerçant qui brasse des centaines de millions d'euros par an, vous avez plus de marge de manœuvre qu'un petit commerçant de quartier. Eh ben, c'est la même chose pour les États. Un État comme l'Union européenne, composé de plusieurs États, a plus de marge de manœuvre de négocier certaines denrées, certains hydrocarbures, qu'un pays comme la Tunisie, de 10 millions de personnes. Un pays comme la Chine, de 2 milliards d'habitants, a plus de chances de se développer, de se protéger qu'un pays comme le Sénégal, par exemple. Et je peux vous donner des centaines d'exemples comme ça, et malheureusement, les pays musulmans sont dans le déni, comme je viens de vous expliquer. Donc ces États isolés partent avec un handicap énorme, car leur territoire restreint ne leur permet pas de jouir d'immenses zones agricoles, de territoires agricoles, comme le céréal. Et ces territoires restreints, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, le Liban, le Yémen, Oman, tous ces pays, euh, tous ces pays restreints, donc ça ne concerne pas tous les pays musulmans, mais ça concerne une bonne partie, ne peuvent pas avoir une population importante qui leur permettrait d'avoir un PIB conséquent, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Un pays par exemple comme l'Algérie qui a un territoire énorme, qui est quasiment un pays continent, le fait qu'il y ait un grand Sahara au sud qui n'est pas habité, ce qui est normal car c'est un territoire aride, ils ont une population de 40 ou 45 millions d'habitants. 45 millions d'habitants, c'est absolument ridicule. C'est ridicule. Aujourd'hui, pour n'importe quel pays émergent, c'est plus de 100 millions, plus de 150 millions. On va parler de l'Indonésie, qui est aussi un pays musulman, mais l'Indonésie, c'est à part. Car même si c'est un pays qui est musulman, la culture indonésienne, l'histoire indonésienne est différente du monde musulman, Proche-Orient, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Voilà, ça c'était un point. Donc voilà, l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman, c'est celui qui est le plus prospère, et il coche toutes les cases du pays émergent, notamment une population énorme, qui permet d'avoir un PIB conséquent et donc d'avoir de la liquidité pour négocier des contrats et pour booster les entreprises, etc. Donc cet isolement, cette faible population, ce PIB faible de tous les pays musulmans, crée énormément de dépendance envers les États, notamment les États géants, rendant difficiles les négociations économiques, etc. chaque année. On va aborder un autre point, on va parler des États modernes. Donc, on va rebondir un peu sur le point qu'on a abordé par rapport à la colonisation et la création de ces États. Donc, on va revenir par rapport au système tribal
qui étaient là avant la colonisation et le protectorat, etc. Donc, le système politique qui était présent en Afrique du Nord, dans le monde musulman en général, c'était une société tribale. Pour la majorité des autres pays. Donc, l'appartenance nationale était très différente dans le monde musulman qu'en Europe. On ne peut pas comparer ça. La France, les Occidentaux, lorsqu'ils sont arrivés dans ces colonies, ont voulu imposer leur modèle politique. Prenons l'exemple du Maroc, qui est un pays que je connais bien, notamment car c'est mon pays d'origine. La royauté marocaine, contrairement au royaume d'Europe, ont dans l'histoire laissé une très grande marge de manœuvre aux tribus. C'est-à-dire que les rois du Maroc qui se sont succédés étaient très tolérants envers ce système tribal. C'est-à-dire que dans chaque tribu, il y avait des personnalités qui étaient plus ou moins influentes. Et ces personnalités-là n'étaient pas l'égale du roi, mais à certains points, oui. À certains points, ces chirs, ces qoda, ces gens qui étaient dans les tribus, qui étaient puissants, qui permettaient le bon ordre de ces régions, avaient une certaine marge de manœuvre et étaient très respectés des rois marocains qui sont passés. Je ne dis pas de revenir à l'époque médiévale, mais le Maroc, comme tous les autres pays musulmans, aurait dû bâtir leur pays en fonction de ce système. C'est-à-dire qu'on aurait dû construire quelque chose de nouveau, mais en respectant ce système tribal. Ça aurait apporté bien plus de stabilité politique. Et par exemple, comme en Espagne. En Espagne, vous avez des régions autonomes. Alors l'Espagne n'est pas un pays tribal, comme les États-Unis. Les États-Unis, vous avez des États autonomes. Donc c'est des pays qui sont décentralisés au niveau politique. Donc nous, au Maroc, on peut suivre ce modèle-là. On n'est pas obligé de suivre le modèle jacobin imposé par la France, qui ne marche pas. On peut voir, par exemple, même si c'est à moindre échelle, qu'il y a des dissidences, qu'il y a beaucoup de revendications en Kabylie, au Rif, au Sahara. Voilà, même si c'est pas quelque chose de majoritaire au niveau de la population, c'est-à-dire que c'est une petite partie des Rifs, une petite partie des Kabyles, une petite partie des habitants du Sahara occidental, du Sahara marocain, du Sahara du Polisario, parce qu'on fait attention aux termes qu'on peut choisir, ça peut vite, voilà. Mais ces problèmes-là qui sont mineurs deviennent majeurs, car l'instabilité politique provient du fait qu'on ne respecte pas notre histoire. Voilà, donc l'Algérie comme la Tunisie, j'ai parlé du Maroc, mais l'Algérie comme la Tunisie, c'est exactement la même. Et les Occidentaux, avec leur vision impériale, ont imposé leur modèle. Ils ont imposé leur capitale. Donc voilà, donc on a centralisé le pouvoir à Rabat, à Alger, à Tunis, au Caire, en Égypte. On a centralisé le pouvoir et on a imposé des personnalités dans ces villes-là à une population qui n'a jamais connu la centralisation du pouvoir. Et je pense que ça va mettre très longtemps avant de rentrer dans la tête des gens. Et tout ce temps qu'on va perdre, c'est du développement, c'est de la pauvreté, c'est de l'instabilité, etc., etc. Donc la modernisation des États date maintenant de plusieurs décennies. Et si on doit faire une conclusion, on prend le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Donc voilà, les dirigeants qui sont présents, ceux qui sont morts, Allah yarhamhum, rahimahumullah, nous, نترحموا على جميع المسلمين, hein. On demande la miséricorde à tous les musulmans, peu importe leur nationalité. On ne parle pas des morts. Cette modernisation des États date maintenant de plusieurs décennies. Et si on doit faire une conclusion, cela n'a pas profité à ces pays. Quand je dis à ces pays, je parle des habitants, bien sûr. Les seuls qui ont profité, c'est les élites. Ces élites qui ont été imposées par les Occidentaux. Ces élites qui ont été imposées par la centralisation du pouvoir, ils ont profité de ce système-là. Et malheureusement, les habitants, eux, 95% du peuple n'a pas d'autre choix que d'immigrer ou de vivre dans une situation précaire. Donc, pour finir, pour conclure, je vais vous apporter maintenant, voilà, on va essayer de synthétiser, de parler de solutions, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on continue sur cette voie encore plusieurs dizaines d'années et on espère que les gens vont assimiler cette centralisation, qu'il n'y a plus d'instabilité. Voilà, donc on spécule, donc on va continuer, on va spéculer, on va espérer. Pour moi, il est clair qu'il faut revoir l'organisation des États, il faut revoir le système politique. Il faut respecter la distinction et les différences des provinces
et décentraliser les pouvoirs, comme je viens de dire. On va prendre l'exemple du Maroc et de l'Algérie, qui est un dossier chaud en ce moment, des tensions, etc., entre deux peuples frères, qui est pour moi un seul et unique peuple, et ça c'est un autre sujet. Le Maroc et l'Algérie ont tout à gagner et à coopérer. En régionalisant nos États, on règle tous les problèmes d'indépendance qui existent. L'idée n'est pas de fracturer, au contraire, l'idée est d'unir. Car la fracture, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fracturé. Aujourd'hui, le Maroc est fracturé par rapport à son histoire. Car l'histoire du Maroc n'est pas en Europe. L'histoire du Maroc, elle est en Afrique, elle est dans les pays musulmans. L'Algérie n'a jamais été un ennemi du Maroc, bien au contraire. Les soldats marocains, lorsqu'ils partaient faire le djihad, la guerre, il y avait à leur côté tout le temps un soldat algérien. Il n'y avait pas de distinction. Il y avait des distinctions régionales. Il n'y avait pas de distinction nationale. Et c'était pareil avec les Tunisiens, avec les Libyens, avec les Égyptiens. On forme un seul et unique peuple. Maintenant, cette idée de centraliser le pouvoir qui veut nous imposer ces peuples créés, ce peuple marocain, ce peuple algérien, vous êtes marocain, vous êtes algérien. Et demain, qui sait, vous êtes marocain du sud, vous êtes marocain du nord, vous êtes algérien de l'est, du centre. Et encore plus loin, vous êtes marocain de la première. Ils vont diviser, diviser, diviser à n'en plus finir. Donc, je pense que l'idéal, ce serait que le Maroc et l'Algérie puissent s'unir, et tous les pays d'ailleurs, en régionalisant nos États. On règle, comme je viens de vous dire il y a quelques minutes, la plupart des problèmes indépendantistes, comme le Rif, la Kabylie, le Sahara. Voilà, donc c'est j'ai des problèmes mineurs, mais qui peuvent être problématiques et perte de temps, perte d'argent, etc. Prenons une région comme par exemple Oujda et Ouahran, un peuple qui se ressemble, qui parle quasiment la même derija, avec le même accent, la même culture, la même cuisine, la même famille. On a énormément de familles qui viennent des deux côtés, peut devenir une région. Pourquoi pas une région à cheval sur le Maroc et l'Algérie? Une région Oran Oujda. Alors c'est un rêve, c'est un fantasme, mais imaginez le potentiel économique que ça peut être. Et quand on connaît les difficultés financières et économiques de ces deux régions, on peut se dire qu'on a tous à y gagner. Les seuls qui n'ont pas à y gagner, c'est les Occidentaux et nos élites. Voilà, à bon entendeur, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine.